Voici le Audi e-tron Sportback. VUS électrique, beaucoup plus commun en Europe qu'en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on va l'approcher en mode première impression parce que ce n'est pas un véhicule qu'on a beaucoup interagi avec, mais on a très hâte de vous le montrer. On va vous montrer l'extérieur, capacité de chargement, on va aller sur la route, on va parler de l'intérieur et on va même vous faire une petite recharge rapide. Merci à JN Auto qui supporte la chaîne YouTube depuis un moment. Donc, JN Auto, c'est un concessionnaire de véhicules électriques neufs et usagés qui est basé à Richmond, en Estrie. Donc, ils ont une large gamme de véhicules électriques, hybrides branchables, que ce soit des Tesla, des véhicules Hyundai, des véhicules Volkswagen. Ils ont des Ioniq 5 en stock et le véhicule qu'on essaie cette semaine, le Audi e-tron Sportback. Donc, merci à JN Auto de supporter la chaîne Plus de Millage. On vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube de Plus de Millage, puis cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y. On me demande souvent, Gabriel, est-ce que l'avenir est à l'électrique? Bien, pour vous en parler, on est venu en électrique à l'Avenir, le village de l'avenir au centre du Québec. Puis, c'est ici qu'on va vous présenter le véhicule de la semaine, le Audi e-tron Sportback. Donc, c'est un véhicule qui est avec nous depuis 2018, le Audi e-tron. Le modèle qu'on essaie cette semaine, c'est un modèle 2021 Sportback. Donc, la ligne de toit est plus coupée à l'arrière. Comme Alexandre vous l'a mentionné, c'est un véhicule qui est beaucoup plus européen ou plus populaire en Europe. On le voit un peu moins ici. C'est un véhicule de luxe. Le prix se situe aux environs de 90 à 100 000 $. Puis, si vous vous demandez, mais c'est quoi, Gabriel, un Audi e-tron Sportback? Bien, en fait, c'est sur la même plateforme que la plupart des gros VUS à moteur longitudinal de la famille Volkswagen. Donc, en fait, tout ce qui est Audi Q8, Volkswagen Touareg, qu'on n'a plus en Amérique du Nord, le Porsche Cayenne, le Bentley Bentayga, le Lamborghini Urus. Donc, tous ces véhicules-là, en fait, sont sur la même plateforme. Puis ici, on a une évolution, une variante électrifiée de cette plateforme-là, la plateforme MLB de Volkswagen. Pour ce qui est du format du Audi e-tron, dites-vous, Porsche Cayenne, c'est à peu près la même taille. On a des roues de 22 pouces sur le modèle qu'on essaie cette semaine, donc vraiment des très grosses roues, des immenses freins. Puis tout ça, c'est pas à l'avantage de l'autonomie de ce véhicule-là. Puis pour ce qui est de la performance puis des spécifications, on a une batterie de 95 kWh avec 86 kWh utilisables. On a 402 chevaux en mode Boost Mode, puis le 0-100 se ferait dans ce mode-là en 5,6 secondes, 6,6 secondes en mode régulier. Puis au niveau de l'autonomie, selon l'EPA, l'autonomie de ce véhicule-là est de 357 km. Donc on voit qu'au niveau du fait que ce véhicule-là est extrêmement lourd, plus de 2500 kg avec des très grosses roues, des pneus performants, ça vient vraiment impacter la performance ou l'autonomie en fait de ce véhicule-là. Pour ce qui est de la recharge rapide cependant, puis on va vous le présenter plus tard dans la vidéo, on parle de 150 kW, donc c'est une plateforme 400 volts. À l'avant du Audi e-tron, on a un design très classique Audi en fait. Donc on n'a pas été vers un design qui serait spécifique à une ligne électrifiée comme Volkswagen l'a fait avec les ID4. C'est vraiment très typique Audi. On a un petit frunk à l'avant. Donc comme Alex a bien fait de me le mentionner plus tôt, le loquet en fait est vers le bas dans les Volkswagen, puis on voit que c'est tout fermé, mais en fait, on a un petit frunk dans lequel on peut venir placer la borne de recharge. Donc c'est suffisant pour ça, mais pas plus de bagages à l'avant dans le frunk. À l'arrière du Audi e-tron GT, on a un attache-remorque de 2 pouces avec un connecteur à 7 pins. Donc c'est un véhicule qui est équipé pour tracter des charges un peu plus lourdes que le typique VUS électrique. On a aussi un coffre à l'arrière, puis on a tout de même un bon espace de chargement malgré la ligne de toit. Donc l'espace de chargement est très long, très profond, mais évidemment pas très haut. Puis on a des caches-bagages intégrés. Puis on a un espace de chargement sous le coffre. Et ce qui est très surprenant, c'est le pneu de secours. J'ai jamais vu ça. En fait, c'est un pneu de secours plein diamètre, mais qui est entreposé dans le véhicule en n'étant pas gonflé. Donc c'est un pneu de secours qui, lorsqu'on l'installe, doit être gonflé pour prendre son plein diamètre. C'est un peu particulier, peut-être un peu plus complexe à installer, puisqu'il faut le gonfler. Puis c'est un pneu qui est limité à 80 km/h. Donc c'est une des petites patentes zigugus du Audi e-tron. Nous voici maintenant à l'intérieur du Audi e-tron Sportback. Comme on vous a dit au début du vidéo, pour nous, c'est un peu première impression. On n'a pas interagi beaucoup avec ce véhicule-là. On n'a pas écrit de texte, on ne s'est pas nécessairement préparé. Puis on va vous donner nos premières impressions par rapport à ce véhicule-là. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Ce véhicule-là est quand même segmenté très, très haut dans la gamme Audi. Et l'intérieur nous montre que c'est ce que Volkswagen, le groupe Volkswagen peut faire de mieux.
particulièrement la marque Audi, on retrouve de très, très belles touches de design et aussi de très, très bons matériaux de construction et l'assemblage est impeccable. Évidemment, quand on est assis côté conducteur, bien, on a le volant typique Audi qu'on voit dans les nouveaux modèles A6, A7, A8. Assez simple, avec, comme dans le fond dans la Porsche Taycan qu'on a testé plus tôt, le petit levier du régulateur de vitesse que, évidemment, comme moi, j'aime pas ça, j'aime mieux avoir ça au volant. Mais bon, c'est comme ça que c'est fait. On a ici des petites palettes pour le freinage régénératif. On peut choisir plus de freinage régénératif ou moins. Ça, c'est très bien. Véhicule électrique, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire combiné d'instruments totalement numériques. Très, très beau. Il y a comme deux vues, une vue un peu plus complexe, une vue un peu moins complexe. Pas beaucoup de configurabilité, mais tout de même, c'est très, très facile à utiliser. Puis l'affichage se fait très bien. Ensuite, lorsqu'on tombe dans la partie centrale, dans l'intérieur, on a une énorme partie de rangement là, avec un trou et les porte-verres. Les porte-verres sont un peu petits. Dans le fond, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir dans le Volkswagen ID4, les véhicules de la plateforme MLB, là, un porte-verre modulaire qu'on peut grossir, réduire. Là. Dans celui-là, c'est vraiment un porte-verre de grandeur européenne. Chargeur sans fil juste ici. Console centrale microscopique. Ça, c'est peut-être un point amélioré. Là, la console centrale est grosse comme peut-être un petit berlingot de crème 473 ml. Quand vous irez à l'épicerie, ça va vous donner une idée de la grosseur. Pour ce qui est de la planche centrale de bord, écran tactile en haut pour navigation, radio, médias, paramètres du véhicule et en bas, comme la Porsche Taycan, peut-être pas dans la même orientation, on a un écran tactile qui contrôle tous les aspects de la climatisation et quelques aspects de l'affichage tête haute et, encore une fois, je répète, comme la Porsche Taycan, c'est un affichage capacitif, mais avec retour haptique. Lorsqu'on clique, on a une petite vibration qui nous a dit qu'on a bien cliqué. Là, dans le fond, c'est un peu comme ce que Apple vendait dans les iPhones ultérieurs, le Touch, le Force Touch. Il fallait peser un peu plus fort pour qu'on pouvait interagir. C'est une technologie similaire. Aussi, pour ce qui est du levier de vitesse, quand même assez différent de ce qu'on peut voir, c'est un petit sélecteur qui bouge ici. Donc, cette partie-là n'est qu'un endroit pour reposer votre main. C'est assez simple d'utilisation, mais ça respire l'électrique, ça respire les véhicules de nouvelle génération. L'intérieur est très, très allemand, très, très sombre, très, très angulaire. Puis on reconnaît tout de suite que c'est un produit là, du groupe Volkswagen, c'est Audi. Comme je vous ai dit, l'assemblage est impeccable. Siège très, très confortable. Là, on a fait 73 km avec le véhicule là, depuis. Puis on est très, très bien assis. Petite patente Egugus à l'intérieur du Audi e-tron Sportback. Vous voyez cette partie dans la moulure, la partie moussée de la porte? Bien, ça, c'est pas une touche de design. En réalité, sur les modèles européens, en option, on a accès à un écran qui agit en tant que rétroviseur. Donc ici, vous aurez une toute petite caméra qui ressort, donc beaucoup plus aérodynamique qu'un gros miroir. Et ici, vous avez un écran là, qui vous donne exactement ce qui se passe. Similaire à, mettons, ce qu'on peut voir sur les véhicules Honda, lorsqu'on met le clignotant vers la droite. Là, dans votre écran central, vous voyez une image. C'est une technologie similaire, même que les iNX6 va avoir ça en Europe. Petite touche de design qu'en Amérique du Nord, malheureusement, on n'a pas. Les places arrière du Audi e-tron sont typiques d'un VUS de luxe, donc tout est en cuir. On a le système de son Bang & Olufsen, des prises USB type C, comme on voit de plus en plus dans les produits Volkswagen. Il y a aussi les contrôles de la climatisation à l'arrière, puis on a un excellent toit panoramique. Donc, c'est de très bonne qualité, sans histoire, très typique. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a derrière les appuis-bras, en fait, un tunnel à ski. Donc, c'est possible de venir abaisser le banc central. Donc, la banquette est 40, 20, 40. On peut rabattre uniquement la portion centrale pour passer les objets longs, comme des skis. Parlons de navigation et recharge rapide. Vous savez, nous, on pense que Tesla et Volvo, avec le système Google, sont pas mal les champions dans ce domaine-là. Mais ici, bonne nouvelle avec le Audi e-tron Sportback. C'est une toute autre histoire comparée au Volkswagen ID4 qui, lorsqu'on lui donne un très, très long trajet, n'est pas capable de naviguer, faire des bornes 150 kW ou des bornes de recharge rapide qui font du sens. Là, ils nous emmènent toujours vers des bornes publiques 7.2 ou 50 parce que semblerait que le système de navigation n'est pas mis à jour. Regardez, peu importe, nous direz dans les commentaires qu'est-ce qui se passe, propriétaire de Volkswagen ID4, mais ça fait peut-être une dizaine de fois qu'on l'essaye, ça ne fonctionne pas. Mais ici, nous avons navigué vers Toronto à partir de notre petite destination à Overton et voici. On nous donne un arrêt à la borne 350 kW en projet pilote à Laval du circuit électrique. Peut-être que cette borne-là n'est plus en service, mais bon, dans le système de navigation, elle était là. Donc, peut-être qu'il faudrait la changer pour autre chose. Peu importe. Mais la borne Petro-Canada à Kingston est là. Et regardez, on a les pourcentages de début et de fin et le temps que ça va prendre la recharge. On arrive à Toronto à 15 %. Donc, ça fait un trajet peut-être d'une heure et demie, peut-être 1 heure et 10 plus long.
mais c'est quand même très bien. La logique de navigation ici est comparable à ce qu'on verrait chez Polestar, Volvo et chez Tesla. Lors de notre dernière vidéo, vous nous avez beaucoup demandé de faire des tests de 0-100 km/h. C'est sûr qu'on avait une voiture très performante. Aujourd'hui, on a le Audi e-tron Sportback, donc 0-100 km/h. Et c'est parti. Donc, ça a pris 6,5 secondes de faire le 0-100 km/h. Puis en fait, je devrais vous dire, c'est assez rapide, 6,5 secondes pour un VUS de 2500 kg. Mais c'est pas la sensation qu'on a en fait. C'est très très doux. C'est pas un véhicule qui est très axé sur la performance. On était tout de même en mode dynamique pour faire le 0-100. Donc, c'est beaucoup plus qu'adéquat. Mais c'est pas non plus une voiture de performance pour nous donner des sensations. 6,5 secondes, 0,5 km/h. Au volant du Audi e-tron Quattro Sportback. Rapidement, là, je vais vous donner mes impressions de conduite. C'est un véhicule très, très, très lourd avec une suspension pneumatique. Donc, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est pas le véhicule avec la meilleure autoroute sur la planète. Là. On a embarqué sur l'autoroute tantôt puis on l'a mis en mode dynamique, mais il y a quand même beaucoup de roulis en virage. Mais la conduite est très, très sécuritaire. C'est un véhicule allemand. Mais, malgré que c'est ferme, l'amortissement des trous, des imperfections de la route, c'est très, très bien absorbé. Donc, en réalité, rouler sur l'autoroute avec ça, c'est princier. C'est le mot que j'utilisais avec Gabriel tantôt. On a un régulateur de vitesse adaptatif avec un suivi de voie qui est assez similaire en performance au Travel Assist qu'on voit sur les ID4. Donc, c'est bien pour la grande route. Là. Oubliez, c'est pas un autopilote, là, c'est pas, ça va pas suivre un trajet dans le GPS, mais aussitôt qu'on est sur l'autoroute, qu'on est dans les lignes, on met le régulateur de vitesse, puis on peut momentanément enlever nos mains du volant, mais en réalité, c'est un système avec les mains toujours sur le volant, mais ça marche très bien. Direction direct, c'est facile de placer le véhicule sur la route, mais le roulis, là, personnellement pour moi, le roulis gâche tout. Donc, si pour vous, vous ne recherchez pas la conduite sportive, ce véhicule-là va très, très bien vous satisfaire parce qu'il est extrêmement confortable, surtout pour faire de la longue route. Même en ville, mettons, j'imagine Montréal dans les nids de poule, ça doit aller super bien malgré les roues de 22 pouces. Je suis maintenant en mode dynamique juste pour être sûr là, que le roulis n'est pas une conséquence du mode confort ou du mode éco. Je vais juste prendre une petite courbe ici. C'est moins pire, mais il y a du roulis quand même. Donc, oui, OK, le mode dynamique, mais au détriment de l'autonomie parce que le véhicule est beaucoup plus puissant. Là, on a même accès au mode boost où est-ce que le 0-100 passe de 6,6 à 5,7 secondes. Mais somme toute, c'est très bien. Petite déception côté freinage. En réalité, la modulation de la pédale de frein se fait très bien, puis il y a du freinage régénératif lorsqu'on touche la pédale de frein. Mais il n'y a pas de mode, en fait, on n'en a pas trouvé de mode où est-ce que lorsque le mode a une pédale. Donc, pour mettre du freinage régénératif, il faut appuyer sur les palettes au volant. Il y a 3 niveaux et là, un niveau correct de freinage régénératif est appliqué, mais ensuite, vous terminez votre freinage avec la pédale de frein. Et lorsque vous lâchez la pédale de frein et vous appuyez sur l'accélérateur, ce que vous venez de mettre comme paramètre de freinage régénératif est annulé complètement. Donc ça, c'est quelque chose qui me déçoit beaucoup. J'aurais pensé qu'on aurait un mode une pédale. Mais bon, c'est pas le cas. Mais somme toute, c'est un véhicule d'autoroute malgré sa faible autonomie. Et même en ville, si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise de conduire un véhicule de ce gabarit-là en ville, extrêmement confortable, extrêmement luxueux, va très bien vous servir si c'est ce que vous recherchez. Pour l'essai d'aujourd'hui, on y allait un peu à l'aveugle. Audi e-tron, c'est un véhicule qu'on ne connaît pas très bien, mais on a fait nos recherches pendant qu'on conduisait jusqu'à une borne de recharge rapide. Donc, c'est un véhicule qui a une architecture à 400 volts. La vitesse de recharge maximale, c'est d'environ 150 kW. Mais ce qui est particulier avec le Audi e-tron, c'est qu'on maintient cette vitesse de recharge-là de 150 kW jusqu'à près de 70 % d'état de recharge de la batterie. Puis ensuite, on maintient quand même une bonne vitesse de recharge, puis éventuellement, ça va descendre. Mais c'est un véhicule qui maintient 150 kW sur une très longue période. C'est ça, un des avantages. On sait que Beyond, d'ailleurs, l'apprécie particulièrement pour la recharge rapide. Donc, on est arrivé à la station de recharge d'Electrify Canada, comme on a un véhicule de la famille Volkswagen, sur une borne 150 kW. Notre état de recharge, c'est 41 %. Donc, on va vous faire une recharge rapide puis vous montrer les performances de ce véhicule-là. Le port de recharge, il est côté conducteur sur le Audi e-tron. C'est un peu similaire à ce qu'on a vu sur la Taycan récemment, puis ce qui va être présent sur le nouveau Chevrolet Blazer électrique. Donc, on a le port de recharge qui est motorisé comme ça puis qui s'ouvre. Puis, on arrive avec notre connecteur et... Donc, la recharge est maintenant initiée. Reste à voir si la session de recharge va se dérouler sans trop d'accro, contrairement avec le ID4, là, on a notre défi 500 km. Mais aussitôt qu'on a démarré, 144-145 kW,
le statut de charge de batterie a augmenté à peu près de 3 3-4 maintenant. Tout l'air de fonctionner comme sur des roulettes. Donc, on va monter le statut de charge un peu, puis on va vous reparler de l'expérience plus tard. Ça fait 4 minutes que la recharge est initiée. On est à l'intérieur du véhicule. On va recharger jusqu'à 80 évidemment. Mais dans le combiné d'instruments, ici, ça nous dit qu'il nous reste 10 minutes de recharge avant d'atteindre 9 minutes même avant d'atteindre 80 %. Ça se passe très bien. On est à 54 et ça rentre à 149 kW à l'intérieur du véhicule. Mais là, c'est, comme je vous dis, je suis impressionné pour l'instant. C'est une très, très belle courbe de recharge. L'un des enjeux avec la recharge rapide, c'est le refroidissement. Que ce soit le refroidissement de la batterie, le refroidissement de la borne, mais aussi le refroidissement du câble. Puis en fait, sur un certain nombre de bornes, 150 kW, 100 kW, 350 kW, le câble est refroidi au liquide. En fait, il y a de l'eau ou un liquide calorifuge qui se déplace dans le câble pour le refroidir, mais malgré ça, le câble est vraiment chaud. C'est difficile de vous dire à quelle température il est, là, mais après quelques secondes, là, je suis incapable de maintenir mes mains sur le câble. On est à plus de 50 degrés Celsius, puis on est à l'ombre, donc il n'y a pas d'influence du soleil dans ce cas-ci. Donc, faites attention au câble, ça peut venir extrêmement chaud. Parlant du loop et du refroidissement de la batterie, du véhicule, du câble, en fait, on est à 67 % d'état de charge. Le véhicule devrait toujours charger à environ 150 kW, mais la vitesse de recharge actuelle est de 38 kW. Puis si vous avez regardé notre deuxième vidéo sur le ID4, celui où on est venu faire une recharge rapide à Drummondville sur la même borne, on a vu un problème où à un moment donné, la charge était tombée de 130 à 32 kW. Donc, est-ce que c'est le véhicule qui est problématique? On en doute, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Mais la borne, elle, a réduit largement la vitesse de recharge. Donc, peut-être un problème avec la borne, peut-être que la borne, elle a atteint sa température maximale puis elle a réduit la vitesse de recharge. On ne sait pas, mais clairement, il se passe quelque chose. La vitesse de recharge a réduit significativement, donc on va mettre fin à la recharge dans quelques minutes. Nous avons voulu valider si c'était la borne ou le véhicule qui limitait la vitesse de recharge. On sait que la borne, le câble était très, très chaud à côté, donc on s'est déplacé à une autre borne, pas un autre pistolet, mais réellement une autre borne. Puis on a rebranché le véhicule, on a démarré la vitesse de la recharge et la vitesse de recharge actuelle est de 147 kW. Donc c'est réellement pas le véhicule qui limitait la vitesse de recharge, c'était la borne. Peut-être qu'elle avait atteint une température maximale ou il y avait une limitation à ce niveau-là. Donc le véhicule peut continuer de charger. Puis ce qu'on a perçu sur l'autre borne, c'est très similaire à ce qu'on a vécu avec les ID4 dans un essai précédent. Donc probablement que la borne est problématique. On va contacter Electrify Canada pour voir s'ils peuvent nous donner plus d'informations à ce sujet-là. La recharge est maintenant terminée, donc on est passé au total de 41 à 80 %. Ça a pris environ 17 minutes pour faire les deux. Puis on a même passé de 70 à 80 % d'état de charge en seulement 4 minutes. Donc c'est ça qui est vraiment exceptionnel au niveau du e-tron GT. On est capable de charger à 150 kW jusqu'à 80 % d'état de charge. Donc c'est vraiment exceptionnel. Puis tout au tout, ça nous a coûté environ 12 $ pour la recharge. Donc, on voit que c'est là où une borne qui charge à la minute, quand on est capable d'aller chercher le maximum de vitesse de recharge de la borne, puis que c'est pas trop en palier, généralement, c'est là qu'on est capable d'aller chercher le plus faible coût de recharge, aux environs de 20 à 25 sous par kilowattheure, ce qui est vraiment très, très, très bien pour une borne de recharge publique comme celle-ci. On en arrive à la fin de notre essai de cette semaine du Audi e-tron Sportback. Donc, c'est un véhicule très européen, beaucoup plus populaire en Europe qu'il l'est au Québec. Ça s'adresse à une audience ou, disons, à un public très spécifique. C'est tout de même un véhicule qui est aux environs de 100 000 $, mais qui est très luxueux. Ça se place, disons, en termes de prix entre un modèle Y et un modèle X, mais au niveau du luxe, c'est très différent. C'est vraiment une voiture allemande de luxe qui est très lourde, 2500 kg. On l'a vu sur la route, quoique quand on monte un peu plus en vitesse, ça se comporte quand même relativement bien pour un VUS. Au niveau de la recharge rapide, on a été très impressionnés, 150 kW jusqu'à 80 % d'état de recharge. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et presque unique au Audi e-tron. On voudrait remercier JN Auto d'avoir présenté la vidéo de cette semaine. Si vous êtes intéressé par des véhicules électriques, incluant celui-ci, il est présentement en vente. N'hésitez pas à visiter leur site web jnauto.com. On vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, allez cliquer sur le petit bouton j'aime et on vous dit à la prochaine.